Voilà, SID n'est pas partie prenante au processus électoral. Nous allons essayer d'en parler avec Jean-Baptiste Kassekwa. Bienvenue. Merci David. Alors, 5 ans de chômage politique, parce que vous ne serez pas partie prenante, il y aura élection et vous ne serez plus député. Non, il n'y aura pas élection sans la Mouka, sans SID dans ce pays. Comment ça? Nous sommes partie prenante aux élections. Seulement, nous exigeons que les règles des jeux soient consensuelles, notamment que toutes les parties prenantes puissent avoir confiance au fichier électoral, c'est-à-dire à la liste des électeurs. Parce que nous avons une expérience de 2018 où l'audit mené par l'OIF nous a permis de découvrir que sur les 40 millions d'électeurs que présentait la CENI à cette année-là, il y avait au moins 6 millions d'électeurs sans aucune empreinte digitale. Il y avait plus ou moins 3 millions avec 1, 2 ou 3 empreintes. Plus de 500 000 enrôlés qui étaient des mineurs, des personnes décédées ou des militaires. Et nous avons estimé qu'il était important que pour le cycle en cours, que le même exercice de transparence soit fait pour que nous puissions nous rassurer que les 43 900 000 électeurs présentés par la CENI ne sont pas des fictifs. Kadima lui-même, lors de la rencontre avec les 4 candidats à la présidence déclarée le 30 juin, nous a révélé qu'en 2018, la CENI était allée jusqu'à enrôler, à photographier des arbres et à leur attribuer des noms, des cartes d'électeurs. Et nous avons dit, mais quelle est la garantie que Kadima et l'équipe de la CENI aujourd'hui n'aient pas fait la même chose? Et si aujourd'hui, nous pouvons avoir 10 millions de fictifs sur les 43 900 000, considérant que... Est-ce que vous avez vos fictifs à vous? Vous aviez dénombré pour avoir ces effectifs-là de 10 millions? Nous partons des 10 millions relevés dans les fichiers de 2018. Or, l'enrôlement de 2023 a été le plus chaotique. Et donc, il est fort probable que le fichier électoral actuel contienne plus d'effectifs que celui de 2018. Nous avons eu des cas, je parle par exemple du territoire de Djougou à Nitori, ou dans le secteur de Walendou-Piti. Les fiches démontrent qu'il y a eu 132 000 enrôlés bruts. Mais le fichier électoral de la CENI indique que ce secteur n'a que 30 000. Donc une différence de plus ou moins 100 et 2000 qui disparaissent. Nous avons relevé la même situation, par exemple, pour la commune rurale de Loumé, à territoire de Béni. Les fiches démontrent un total de 8 420 enrôlés, les données brutes. À la page 29 de la loi portant répartition des sièges, vous retrouvez seulement 4 000. À Kinshasa, nous avons, la commission électorale de la Mouka a démontré que sur la cartographie de la CENI, il y avait des centres introuvables. Vous avez suivi les cas de la Jeep qui a connu un accident à Chikapa, à Kasumbalesa, où des matériels sensibles auraient été trouvés. La CENI a promis une enquête jusqu'à ce jour. Donc, il y a de fortes raisons qui nous poussent à exiger que, conformément aux pratiques antérieures, qu'un audit sérieux soit mené par un organisme indépendant. Et nous avons dit à M. Denis Kadima, le 30 juin, que pour éviter tout prétexte de glissement du calendrier, que l'audit n'était pas suspensif des activités de la CENI, que les opérations prévues au calendrier de la CENI... Mais ça risque de jouer sur les calendriers, non? Non. Voilà pourquoi ils veulent à tout prix organiser les élections à bonne date. Et leur demander encore l'audit, ça va prendre du temps. Ils veulent le 23 décembre qui est élection. Non. Et peut-être au mois de janvier qu'on puisse avoir un président. Non, David, voici ce qui a été dit
à Denis Kadima que vous continuez avec les opérations telles que prévues au calendrier de la CENI. Mais en même temps, c'est-à-dire concomitamment, nous lançons l'audit. Et donc l'audit n'implique pas la suspension des opérations. Mais nous nous convenons que si les résultats de l'audit démontrent que la marge d'effectif ne dépasse pas les 5%, et donc cette marge-là est contrôlable, nous continuons avec le processus. Si par contre, la marge d'effectif est au-delà de 5%, atteint la proportion de 10 millions comme en 2018, dans ce cas-là, nous dégageons les responsabilités parce que figurez-vous, David, avec 43 900 000 électeurs, nous savons que le taux de participation au vote dans le pays africain varie autour de 50%. Nous aurons donc, au 20 décembre, à Vigo, 21 500 000 électeurs. Vous déduisez les 10 millions. Les 10 millions représentent 46%. C'est dire que par la complicité de la CENI, l'Union sacrée va aux élections déjà avec un matelas de 46%. Et l'ensemble des acteurs, candidats à l'élection présidentielle, à la députation nationale, provinciale, se disputent simplement les 54%. C'est dire que nous voulons accompagner la fraude déjà planifiée. Or, cette fraude-là, et pour moi qui suis du Nord Kivu, l'une des raisons pour laquelle je soutiens le combat pour la fiabilité du fichier électoral, c'est que à chaque fois que des élections bâclées sont organisées dans notre pays, la situation sécuritaire du Nord Kivu se détériore davantage. C'est comme qui dirait que les acteurs politiques font un jeu pour déclencher des crises au Nord Kivu, détourner l'attention de l'opinion contre la contestation des résultats. Pendant ce temps-là, une guerre éclate au Nord Kivu. Après les élections de 2006, nous avons connu la guerre du CNDP, qui a entraîné des morts 2007, 2008, jusqu'au fameux accord de 2009. Après les élections de 2012, de 2011, le Nord Kivu a connu la guerre du M23 qui a commencé en 2012 et jusqu'à 2013. Après le chaos électoral de 2018, la situation s'est détériorée, alors que pour la situation sécuritaire après 2006 et 2011, la détérioration de la situation sécuritaire évoluait à une accélération arithmétique. Après le chaos de 2018, aujourd'hui, la détérioration a pris une vitesse géométrique. Les mathématiciens comprennent mieux. Vous pouvez observer des indicateurs. Selon le baromètre sécuritaire du Kivu, le dernier bilan de massacre de 2018, c'était 914 tués. Mais selon le rapport de monitoring établi par des collègues Yotama, pour les 11 mois de l'état de siège, c'est 4516, soit 5 fois plus que le nombre de 2018. Les rayons de massacre qui étaient contenus seulement dans ce que l'on appelait le triangle de la mort, la forêt de Mayangos. Aujourd'hui, les massacres ont embrasé toutes les chefferies du territoire de Beni, tous les territoires d'Irumu à Ituri, tous les territoires de Mambasa. Vous avez maintenant la série de massacres dans le territoire de Rutshuru avec l'M23. Bref, les massacres se sont amplifiés. Après la crise électorale 2018, vous avez un autre indicateur. Pour la première fois, nous avons 2 territoires de la RDC qui n'ont pas participé à l'enrôlement des électeurs, Massissi et Rutshuru. Pour ajouter Kwamoun, ça fait 3 territoires. Et donc, du fait du non-enrôlement de ces 3 territoires, le fichier électoral de la CENI aujourd'hui, non seulement il n'est pas fiable, mais il n'est pas exhaustif, il est aussi discriminatoire. Et si nous allons aux élections avec un fichier discriminatoire, sachez que le Rwanda, Kagame l'a dit, que l'intention derrière la guerre consiste à ravir des territoires que Kagame dit avoir appartenu à l'ancien royaume du Rwanda, ce qui est faux. Et donc, si par exemple nous laissons Massissi Rutshuru, les frustrations liées à la mise à l'écart des populations de ces zones
et des acteurs politiques. Mais il y a eu des élections qui ont été organisées dans ce coin. Au niveau des Massissi, c'est-à-dire ceux qui se sont déplacés au niveau de Goma, ils ont été enrôlés. Mais la CENI a enrôlé 18 000 électeurs pour les comptes de Massissi, 18 000 sur 735 000. 18 000 sur 735 000. Pour Rutshuru, la CENI a enrôlé 79 000 sur plus de 700 000. Conséquence, la CENI, même dans la loi portant répartition des sièges, n'a pas considéré ces nombres insignifiants d'enrôlés. Et en ce jour, les candidats députés nationaux pour les comptes Rutshuru de Massissi n'ont pas été réceptionnés. Et même pour la députation provinciale, il n'y a aucun bureau pour recevoir les candidatures, n'est-ce pas, issues de ces deux circonscriptions. La conséquence directe, c'est que même si les élections étaient tenues au 20 décembre 2023, 100 députés provinciaux issus de Rutshuru et de Massissi, l'Assemblée provinciale du Nord Kivu ne sera pas compétente pour élire un nouveau gouverneur de province. Et donc, c'est une raison toute trouvée pour perpétuer l'état de siège dont les effets sont déplorés de tous. Est-ce qu'il nous faut aller comme des moutons de panurge dans un schéma truqué comme ça? Donc, pour ces raisons-là, disais-je, étant donné qu'à chaque fois que la conteste, qu'il y a proclamation des résultats, la situation sécuritaire au Nord Kivu, l'année qui suit la proclamation des résultats, la situation se détériore, j'ai fait la projection qu'au regard du tableau sécuritaire aujourd'hui, si rien n'est fait, et avec la mise à l'écart de Massissi et de Rutshuru, la situation sécuritaire qui va générer, qui va suivre la proclamation des résultats en 2023 risque d'être extrêmement chaotique. C'est ce qui a poussé Martin Fayulu à dire que le cycle électoral en cours risque de conduire notre pays à l'implosion. Nous risquons de connaître une contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs, une contestation qui va prendre un relief extrêmement inquiétant. Au même titre que, comme le dit le préambule de notre Constitution, ce que nous avons connu en 96, en 98, il faut éviter cela. Et nous, au niveau de la Mouka, et c'est l'objet du meeting de ce samedi, nous réclamons simplement l'audit du fichier électoral. Que nous soyons rassurés. Combien d'effectifs y a-t-il dans le fichier? Dans le fichier électoral. Si il y a... Mais ça dit que ceux qui ont été invités, ceux qui ont audité ce fichier, ils ont parlé d'effectifs. Ils ont audité les fichiers. Pourquoi vous voulez encore un deuxième audit? Non. Kadima n'a pas respecté les règles de l'art. Il a invité ses amis. Il y a eu un Malawit avec lequel il a travaillé chez Ossissa. Il y a eu une Sud-Africaine, c'est là qu'il habite. Il y a eu 3 Congolais, dont l'un est membre de ce parti. Son parti? Nous considérons ça comme... Son parti? Si. Quel parti? Kadima, nous savons son passé. Il est venu de l'UDPS. Mais jusque-là, ça n'a jamais été prouvé. Mais cher ami, c'est un secret de ça n'a jamais été prouvé. Donc, nous considérons ce rapport-là que les 5 personnes ont établi comme un rapport d'un audit interne. Mais étant donné que le processus électoral n'appartient pas à la CENI, appartient aux parties prenantes, comme dans une entreprise, les actionnaires ont besoin d'être rassurés du rapport de gestion du gérant, pas un rapport établi par des commissaires aux comptes externes. Nous exigeons qu'il y ait un organisme indépendant qui fasse un audit sérieux avec la participation des délégués de la mouvance présidentielle, de l'opposition, de la société civile. Et à l'issue de cet audit, nous serons rassurés de la fiabilité de ces fichiers électoraux, mais en plus de la fiabilité, disais-je, nous exigeons l'inclusivité, l'exhaustivité du fichier électoral, notamment par l'enrôlement des électeurs de Massissi et de Rutshuru, parce que, en fait, l'occupation de ce territoire par le M23 ne relève pas d'un problème militaire. Ça relève plutôt d'un problème d'absence de volonté politique. Je viens du Nord Kivu, j'ai fait des investigations.
On nous parle de la présence d'au moins 21 000 militaires FARDC. 21 000 militaires. 21 000. D'au moins 14 000 militaires de casque bleu de la MONUSCO. D'au moins 5 000 militaires de l'EAC. D'au moins 2 000 militaires armée ougandaise, UPDF, dans le cadre de l'opération Shuja. D'au moins 5 000 Ouazalendo, des patriotes qui, sur pied de l'article 63, s'engagent volontairement. Vous avez également des experts militaires qui sont sur place. Donc, vous n'avez pas moins de 47 000 hommes armés. Comment 47 000 hommes armés peuvent être incapables de libérer une seule chefferie? C'est principalement la chefferie de Bouichan, plus deux groupements de Bouito, les groupements de Tongo et de Bichoucha, plus 3 groupements de Massissi. Mais les M23, les fameux M23, comptent combien d'hommes pour que 47 000 militaires soient incapables de les déloger? Il y a un deal et la population est inquiète. Non seulement ces populations-là sont exclues de l'enrôlement et des élections, mais également la rentrée scolaire est prévue pour le 4 septembre prochain. Si rien n'est fait, les enfants du groupement de Jomba, qui ne fréquentent plus l'école depuis le 8 novembre 2021 jusqu'à ce jour, vont connaître leur 3e année blanche. Les enfants de Rutshuru, de Kiwanja, de Rubare, dont l'année scolaire a été interrompue depuis octobre 2022 jusqu'à ce jour, ils vont connaître leur 2e année. Même chose avec tous les enfants de Bambo, de Tongo, sans considérer tous ceux qui sont en train de mourir dans le cas de déplacés. Donc, pour moi, à plus de la fiabilité du fichier électoral, eh bien, nous devons accentuer la pression sur le pouvoir. Mais là, vous maintenez votre meeting pour le 29? Pour ce samedi 29, oui. Voilà, pour le 29. Pourquoi ne pas attendre la fin de la francophonie, le jeu de la francophonie pour organiser votre meeting? Vous ne voyez pas que vous allez perturber l'ambiance de la francophonie? Alors, vous n'êtes pas patriotique, vous n'êtes pas patriote. Mais pourquoi la CENI n'a pas suspendu ses activités jusqu'à ce que le jeu de la francophonie se termine? Mais par patriotisme, nous avons résolu d'organiser la marche et le meeting dans un quartier vers Tchangou, Njili, là où nous n'avons aucun site prévu pour les Jeux de la francophonie. Nous respectons les Jeux de la francophonie. Ce sont des patriotes congolais et des citoyens du monde qui viennent y participer. L'image de notre pays en dépend. Mais en même temps, la revendication pour un processus électoral crédible est une question existentielle. Nous ne pouvons pas la surseoir au profit des jeux, au profit des divertissements. Et donc nous avons estimé que pour couper la poire en deux, nous organisions nos activités dans les zones où le pouvoir n'a prévu aucun site prévu pour les jeux de la francophonie. Nous n'avons aucune intention. Mais là, vous le faites seul, sans les 3 autres leaders, sans Katumbi, Matata et Lycée Sanga, alors que vous cheminiez ensemble. Alors, vous savez, d'abord, en dehors même des cadres des leaders de l'opposition, toutes les forces vives de la nation, à part ceux qui sont de l'union sacrée, qui estiment que la fraude va profiter à eux, toutes les forces vives sont d'avis que le processus électoral est mal engagé. Que ce soit les églises, les mouvements citoyens, les organisations de la société civile. Mais quant à la conduite à tenir, il y a 2 tendances qui se dégagent. Il y a une première tendance des forces qui considèrent que malgré la planification de la fraude, malgré le fait que même la loi électorale a été taillée sur mesure, je vais revenir pour vous parler de l'article 47 de la loi électorale à cours. Allez-y déjà, pour aller. Ils considèrent qu'ils vont contester la fraude au 20 décembre et que cette contestation sera gérée dans les mêmes proportions que l'on a géré les contestations de 2011, de 2018, de 2006. Mais nous, je suis de la deuxième tendance, nous considérons qu'au regard des expériences passées
et du tableau sécuritaire de la RDC en ces jours. La contestation post-électorale risque d'entraîner la RDC dans une implosion, dans une balkanisation. Raison pour laquelle nous disons, il vaut mieux prévenir que guérir. Et pour prévenir, nous disons, nous ne déposons pas nos candidatures aujourd'hui. Nous exigeons à tout prix que l'audit du fichier électoral soit mené. Et si l'audit n'est pas mené, nous tenons notre meeting pour dire à la population, l'article 5 qui consacre la souveraineté au peuple va de pair avec l'article 64 qui donne le devoir à chaque Congolais de mettre en échec tout individu ou groupe d'individus. Et vous parlez que la loi électorale est taillée sous mesure? Écoutez, David, ce que dit l'article 47 de la loi. Beaucoup de personnes ne tirent pas attention là-dessus. L'article 47 de la loi électorale dit ceci. L'alinéa 3. Le vote semi-électronique combine l'utilisation du bulletin papier sécurisé et le comptage manuel en même temps avec un dispositif électronique de prise en charge du processus de vote, d'agrégation et de transmission des résultats. Donc il y a un processus, un dispositif électronique qui va jouer trois rôles. Prendre en charge le processus de vote, vous votez par la machine fait l'agrégation ou la compilation des résultats, la machine fait la transmission des résultats. C'est dire qu'au soir du 20 décembre, avant même que le bureau de vote ne soit transformé en bureau de dépouillement, la CENI aura déjà les résultats. Et ceux qui disent qu'ils vont contester au niveau du centre local de compilation, ils seront mis devant un fait accompli. L'alinéa 5, le paragraphe 5 de cet article dit, en cas de divergence des résultats issus du dépouillement manuel et ceux du dispositif électronique, la CENI procède aux investigations et à la correction de l'erreur au niveau du centre local de compilation des résultats. Un procès verbal est élaboré à cet effet et signé par les membres du CLC, instruit par la CENI. Pourquoi c'est la CENI qui s'arroge le droit d'instruire les membres du centre local, alors que dans tous les autres pays, même aux États-Unis, en cas de divergence entre les résultats du comptage manuel et ceux du comptage électronique, ce sont les résultats du comptage manuel qui priment. Mais ici, la CENI établit une loi qui consacre la différence parce qu'on veut matérialiser un plan de fraude. Et nous, au niveau de Telamuka, avec Martin Fayoulou, nous disons, nous ne pouvons pas blanchir cette fraude, mais nous n'allons pas laisser organiser dans ce pays un processus électoral dont les résultats sont connus d'avance. Nous appelons toutes les forces à se mobiliser pour arrêter ce processus, qu'on se mette autour d'une table pour définir les règles consensuelles des jeux, mais bien plus que nous contraignions le pouvoir à libérer Massissé Rutshuru, que les déplacés rentrent, qu'ils soient arrôlés et que nous allions ensemble avec eux aux élections prochaines pour éviter au Rwanda tout prétexte, toute manœuvre d'instrumentaliser les frustrations qui vont générer du fait de la non-participation de ces populations et des acteurs politiques aux prochaines élections. Fidèles téléspectateurs, merci Jean-Baptiste Kassekwa de votre passage pour nous éclairer sur votre meeting prévu pour ce samedi. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure, la grande édition de Jaël Isselona. Il sera à 20 h dans l'Est de la RDC. Portez-vous très bien et à très bientôt.